La petite ville au bord du Mississippi est de nouveau en émoi. Au cours d'une excursion organisée par le maître d'école, Tom et Becky, sa petite camarade, se sont égarés dans les galeries d'une grotte qui forment un véritable labyrinthe. En cherchant la sortie, Tom se trouve soudain en présence de Joe l'Indien, qui a caché dans ce souterrain 2 sacoches pleines de pièces d'or. Tom arrive à s'échapper par une minuscule ouverture que seul un enfant peut utiliser, et il délivre ensuite Becky. Pour que de pareils incidents ne se reproduisent pas, le juge du pays, M. Thatcher, fait fermer à clé la grande ouverture de la grotte. Puis, quelque temps après, une grande expédition s'organise et on retrouve Joe l'Indien, mort de faim dans cette grotte dont il n'a pu s'échapper. Tom n'a qu'une idée en tête, retrouver le trésor caché. Huck, qui s'ennuie chez sa mère adoptive, la riche veuve Douglas, est tout heureux de suivre Tom. Ils partent tous deux à la recherche du trésor caché dans la grotte, où Joe étant mort, il ne doit plus rester que son camarade Windy. Hé, prends les torches. Donne. Dépêche-toi. Et avec ma ficelle de cerf-volant, tu vois, on ne peut pas se perdre. Il n'y aura qu'à la suivre jusqu'à l'entrée de la grotte quand on voudra en sortir. Pour ne pas se perdre, ils avaient emporté le fil d'un cerf-volant qu'ils déroulaient à mesure. Alors, c'est beau ou c'est pas beau? Ouais, c'est beau, mais c'est plutôt mouillé. Est-ce que tu peux être décourageant tout de même? Regarde, Qu'est-ce que c'est? je sais pas. Mais c'est Windy. Windy? Joe l'Indien a dû l'assassiner. Oh, t'es fou, pourquoi? Bah, pour prendre le trésor, pardi. Oh là. Attends, tu vas voir. Là, cette marque faite à la chandelle. Ça, c'est une croix? Viens voir. J'ai repéré tout ça pendant qu'il me poursuivait. Oh, écoute, Tom. Quoi? Partons. Quoi? Tu veux laisser pourrir un trésor pareil? Je sais pas s'il pourrira, je m'en fous. Oh, c'est le fantôme de Joe. Il est sûrement par là. Penses-tu? Son fantôme est resté là où il est mort. C'est l'habitude chez les fantômes. Pas du tout, un fantôme ça bouge, tout le monde te le dira. Il serait en ce moment à tourner par ici que ça ne m'étonnerait pas. Je ne dis pas non. Tom se demanda si Huck n'avait pas raison, et l'inquiétude l'envahit. Mais ici, il y a des croix sur les murs. Dès qu'il voit une croix, un fantôme se sauve. Tu vas pas me dire le contraire. Je sais pas, peut-être bien. Alors, tu vois? Le silence et l'obscurité leur serraient le cœur. T'entends quelque chose? Non, rien. Je me méfie. Écoute. Oh, c'est rien. Un éboulement de pierre. Tu sais, question souterrain, j'en connais un bout. Ils avaient perdu le fil du cerf-volant qui Ouais. seul les reliait au monde extérieur. Qu'est plus que ça? T'affole pas, il doit pas être loin le bout de ficelle. Ouais. Ah, le voilà. Tiens, tu vois cette grotte-là? Là, où? Là-bas. C'était par ici, sûrement, que Joe avait caché le trésor.
C'est là que Joe et Windy dormaient quand ils devaient se cacher. Ça doit être là aussi que Joe a caché le trésor. Tu crois? Je pense. Oui, c'est bien ça. Tiens, regarde. Ils ont mangé du poulet. Regarde ici. Regarde, ça doit être ça. Oui, on dirait que la terre a été tassée avec le pied. Ça y est. Tiens, prends la torche. Je vais creuser. Huck, ça y est, on l'a. Bon sang, enfin. Oh oui, le trésor. Eh bien, t'en mets du temps à comprendre, toi. De l'or. Allez, grimpe. Nom d'un chien. Ils avaient l'intention de cacher l'argent au-dessus du hangar à bois de la veuve pour le compter et le partager le lendemain matin. Pour le transport, ils avaient raflé la petite charrette de Benny Taylor. Hé, vous autres! D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Rien de mal, on se promène. Je vous cherche partout. La veuve a une surprise pour vous. Tout ce qui avait un nom dans la petite ville était présent. Les Thatcher, les Harper, les Rogers, Tante Polly et Sid, le pasteur et beaucoup d'autres, tous endimanchés. Madame Douglas, Excusez-moi. ils viennent d'arriver. Tom, dans quel état es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Comment oses-tu te montrer dans une tenue Allons. pareille? Oh, tu as vu, c'est si joli. On dirait deux chansonniers. Mais qu'importe leur aspect extérieur. Réjouissons-nous plutôt d'avoir parmi nous ces jeunes gens. L'extérieur, à notre humble avis, est secondaire. Ce qui compte réellement... Ce qui compte réellement, c'est que je n'aime pas voir Tom la figure sale et les vêtements déchirés. Allez, viens, on s'en va. Qu'est-ce qui te prend? Oh, il y a trop de monde. Je suis pas habituée. T'en fais pas, puisque je suis là. Mesdames, messieurs, chers amis, s'il vous plaît, un peu de silence. Chers amis, élevons nos cœurs. Soyons tous fervents et unis. Veuillez ne pas oublier que nos pionniers étaient des gens déguenillés, couverts de sueur et de poussière, la barbe hirsute, et que ce sont eux pourtant qui ont fait cette glorieuse nation à laquelle nous sommes fiers d'appartenir. C'est pourquoi, mes chers enfants, j'ose saluer en vous les héroïques successeurs de nos grands ancêtres. L'état lamentable des enfants offrit au procureur l'occasion de reprendre une fois de plus son thème préféré, la grandeur de l'Amérique et l'héroïsme des pionniers avant d'en arriver au cas particulier et mon Dieu assez insignifiant de Huckleberry Finn. Étant donné que son père, vagabond et ivrogne bien connu, avait disparu depuis plus d'1 an,
le juge se proposa de le déclarer mort légalement et de nommer tutrice la veuve Douglas. Madame veuve Douglas pourra devenir sa tutrice légale. Huck trouvera chez elle un foyer, il recevra une éducation. Plus tard, elle l'aidera à tenir un commerce. Et ainsi, son avenir sera assuré. Bravo, monsieur le procureur, bravo. Je vous remercie tous. Merci. Merci. Toutes mes félicitations. S'il est une personne qui mérite cette belle responsabilité, c'est bien Oh, vous. comme je suis contente, je suis folle de joie. Alors, on part, oui ou non? Minute. Huck n'a pas besoin de ça. Mais qu'est-ce que ça signifie? Explique-toi. Madame Douglas est bien gentille, mais elle peut le garder, son argent. Il en a plus qu'elle, de l'argent. Oh, mais Tom, en voilà des façons. Je veux dire qu'il a fait fortune. Le sentiment des convenances empêcha les assistants de répondre à cette plaisanterie déplacée. Il a dû être très éprouvé par ses aventures souterraines. Oui, il est sûrement souffrant. Il a de la fièvre, ça se voit. Soyons indulgents et oublions ce qu'il vient de dire. Tom, tu es malade, qu'est-ce que tu as? Mais je n'ai rien, ma tante. Je dis simplement que Huck n'a besoin de rien. Vous allez voir. Il est parti chercher l'argent, madame. Le trésor. Ils sont complètement... Voilà. La moitié est à lui. Et l'autre moitié est à toi, Tom? Oui, Becky. Ce trésor, d'où sort-il? Je veux le savoir. En ce qui me concerne, je ne comprends plus rien. Absolument rien. Nous avions pensé leur faire une surprise. Là-dessus, c'est tout le contraire. C'est eux qui nous la font. En vérité, c'est le monde à l'envers. Mais c'est aussi bien ainsi. On compta l'argent. Il y en avait pour plus de 12 000 $. Aucun des invités n'avait encore vu pareille fortune étalée devant lui. La stupeur passée, le juge décida de placer le tout à 6%, ce qui allait donner à chacun des enfants le revenu fabuleux de 1 $ par jour. Bonjour, Tom. Bonjour. Regarde un peu ma nouvelle acquisition. Et ce n'est qu'un début. Elle est belle. Fais voir un peu. Elle est en or. Hein, bien Dès sûr. que Tom et Huck apparaissaient, une course se formait autour d'eux. On les admirait, on les buvait des yeux. La nouvelle fortune de Huck et le patronage de la veuve Douglas lui ouvrirent les portes de la haute société locale. Mais ce pauvre Huck, il fallait presque l'y amener de force. Sa vie était un perpétuel martyre. Songez donc. À table, il fallait maintenant se servir d'un couteau et d'une fourchette. Manger dans une assiette, avoir une serviette. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit Sanctifié. sanctifié, que votre nom soit sanctifié, Que votre que règne... votre règne... Il fallait aller à l'école du Les dimanche. enfants, vous connaissez tous le chapitre des noces de Cana, où notre Seigneur Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Et nous pouvons penser que ce jour-là, tout le monde a beaucoup bu. Les domestiques de la veuve le lavaient, le peignaient, le brossaient, le bichonnaient. Il avait l'impression d'être un singe savant dans un cirque. Il endura courageusement son supplice pendant 3 semaines, et puis subitement, il disparut, laissant la veuve désespérée au milieu de la consternation générale. Je ne comprends pas pourquoi il a disparu. Cet enfant avait tout ici pour être heureux. Je m'occupais constamment de lui, je veillais sur son éducation. On le chercha partout. On sonda le fleuve à l'aide de gaffes et de filets.
À l'aube du 3e jour, Tom se rendit au vieil entrepôt inutilisé depuis des années. Mon Dieu, je rêvais de la veuve Douglas. Quel cauchemar. Pauvre femme, elle te croit mort, elle s'arrache les cheveux, elle dit que c'est de sa faute, qu'elle s'est pas assez occupée de toi. Et elle pleure, elle pleure. Si ça continue, elle va faire déborder le Mississippi. C'est une très chic bonne femme, mais je préfère mon tonneau et mes frusques. Alors écoute-moi, tu vas aller prendre mon argent et tu vas racheter ma liberté. Quoi? Tu racheter comme un nègre? Mais non, tu es fou. Écoute, il faut essayer encore un peu de devenir comme il faut. Tu t'y habitueras. J'y arriverai jamais. Mais si. Écoute, tu crois peut-être que le juge, avant de devenir ce qu'il est, n'a pas été un bon à rien comme toi? Sa vie de martyr avait repris. Et pour rattraper le temps perdu, M. Dobbins lui donnait des leçons particulières. Un peu plus droit, tes bâtons. Bâton. 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 Allez, en route. Il rentrait de ses expéditions nocturnes avec Tom, croulant de fatigue et crotté de haut en bas, mais heureux. Et s'il put tenir le coup, c'est grâce à ces évasions-là. Une année s'écoula ainsi. Il savait maintenant un peu lire et écrire, et il étouffait un peu moins sous la camisole des bonnes manières. Lors du défilé annuel, on lui fit même porter l'étendard de l'école, afin de démontrer officiellement que personne ne lui en voulait d'avoir été pauvre et fils d'ivrogne. On a beau aimer la solitude, il y a des moments où elle est lourde à supporter. Et cette nuit-ci, il aurait presque souhaité d'être mort. Une araignée à cette heure-ci, et de plus sur l'épaule droite, c'était de très mauvais augure. En suivant la vieille superstition pour conjurer le malheur, il avait fait plusieurs tours sur lui-même avant de se couper et de se brûler une mèche de cheveux. Mais il n'avait qu'une confiance limitée dans ce procédé-là.
Mais 4 jours plus tard, c'est-à-dire le mercredi suivant, il avait plu cette nuit-là. Quelqu'un avait dû venir de la carrière. Il s'était arrêté près de la chicane, puis avait contourné la barrière du jardin. C'était inquiétant. L'homme qui portait ces chaussures-là avait sous le talon gauche une croix faite de clous, amulette destinée à éloigner le diable. Et Huck reconnut cette amulette. Cet homme était son père. Attention. Oh, excusez-moi, Garde devant monsieur. toi la prochaine fois. Ah, te voilà, mon garçon. Eh ben, tu m'as l'air bien essoufflé. Alors, tu viens chercher tes intérêts? Non, monsieur. J'ai quelque chose à toucher? Ben, oui. Tes derniers 6 mois d'intérêt. Plus de 150 $. Une petite fortune pour toi. Pas vrai? Remarque, le mieux, ce serait que je les place avec le reste. Sinon, tu les dépenseras. Oh, je ne tiens pas à les dépenser, j'en veux plus, monsieur. Plus du tout. Ni des 6 000, ni du reste. Ah, mais je ne te comprends pas. Je ne veux ni le capital, ni les intérêts. Je ne veux plus qu'on me parle de ça. Oh, faites-moi plaisir, monsieur. Débarrassez-moi de mon argent. Comment tu veux te défaire de tes 6 000 $? Avec tous les intérêts? C'est pourtant pas difficile, je vous donne tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur, je vous en prie, monsieur. Prenez mon argent et ne me posez pas de questions. Ou alors je serai forcé de vous mentir. Et comme dit la veuve, les petits menteurs deviennent plus tard de grands voleurs. Et je ne veux pas devenir un grand voleur. Le juge savait très bien qu'il était inutile d'insister. Du moment que ce drôle de petit bonhomme se refusait à parler, il n'y avait rien à faire. Bien, je crois que je commence à comprendre. Nous allons arranger ça. En somme, tu veux me vendre ton argent, c'est ça? Bon. Eh ben. Voyons. Voilà, j'ai mis pour un prix convenu parce que le chiffre peut très bien ne pas figurer dans l'acte de vente. Voilà, $1. Que tu prends, allez, prends-le. Et là, tu signes. Ici. Voilà, tu sais ton nom, hein? Ah. Bien. Voilà. À partir de cette minute, ton argent est à moi. C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Le juge avait fort bien compris les intentions de Huck. Il avait donc accepté l'opération afin de mettre son argent en sûreté contre toute manœuvre éventuelle.